comparons le terme et la condition. Alors, les articles que j'ai utilisés sont ceux issus de la Réforme. Alors, comparer, c'est... ce que j'entends, c'est comparer les effets et comparer les conditions, aussi bien les ressemblances et les différences, hein, quelque chose qui essaye d'être simple. Alors d'abord, je commence par les conditions. D'abord, il y a des conditions communes. Le terme et la condition sont des modalités qui affectent l'obligation. Donc, forcément, il faut qu'il y ait une obligation. Ensuite, le terme et la condition sont des événements futurs. C'est-à-dire, ce sont des événements qui vont intervenir postérieurement à la conclusion du contrat. Hein. Vous l'avez pour la condition à l'article 1304, c'est un événement futur, et 1305, pour le terme, c'est un événement futur. Ensuite, il y a des conditions qui sont différentes. D'abord, la première, c'est le critère de distinction, c'est le caractère de certitude ou pas. La condition, c'est un événement qui est futur, on l'a dit, mais qui est non seulement incertain dans sa date, on ne sait pas si ça arrivera le 1er mars, 2 mars ou 5 mars, mais c'est également incertain dans sa réalisation. On ne sait même pas si ça arrivera. Je te rembourserai ou j'achèterai la maison si j'obtiens le prêt. Je n'ai pas de date certaine et je ne sais même pas si je vais l'obtenir, le prêt. Alors que dans le terme, article 1305, l'événement est certain. Alors, soit il est certain dans sa date, on parle alors de terme certain, soit il est incertain dans sa date, mais il est certain dans sa réalisation. On parlera alors de terme incertain. Mais attention, même si on parle de terme incertain, il est certain dans sa réalisation. Alors ça peut être quoi un terme? Je paierai le 25 mars prochain. Là, le terme est certain, c'est-à-dire on connaît la date. Ou alors, dans un terme incertain dans sa date, mais certain dans sa réalisation, je paierai quand il sera mort. On sait très bien qu'un jour ou l'autre, ça va arriver, d'accord? Il y a une certitude dans la réalisation. Donc là, c'est une très très grande différence entre les deux, la certitude ou pas. C'est à leur poser une question. Comment est-ce qu'on apprécie la certitude? Est-ce que c'est subjectivement ou objectivement? J'entends par là que parfois, dans la tête des parties, il est évident qu'un événement va se produire. Pour elles, c'est subjectivement certain. Le problème, c'est qu'objectivement, ça n'est pas sûr que ça arrive un jour. Exemple, imaginons une enseigne de cinéma qui dise, voilà, je paierai quand il y aura 380 000 entrées. Dans sa tête, il est certain qu'un jour, les 380 000 entrées arriveront. Donc dans sa tête, c'est un terme. Oui, mais en réalité, on n'est jamais certain que ça arrivera, les 380 000 entrées. Donc objectivement, c'est incertain. Alors qu'est-ce qu'on fait? On suit la volonté des parties? Ou on regarde de manière objective, est-ce que c'est certain ou pas? La Cour de cassation, dans l'arrêt du 13 avril 1999, première chambre civile, a bien précisé qu'il fallait retenir une appréciation objective. Soit c'est certain objectivement, et dans ces cas-là c'est un terme, soit c'est incertain, et dans ces cas-là c'est une condition. Également, il y a une différence au niveau des conditions de validité. Il n'y a pas vraiment de conditions de validité pour le terme. En revanche, il y a des conditions de validité pour la condition. Toutes les conditions ne sont pas valables. D'abord, la condition qui est impossible est nulle. Alors, c'est pas réécrit dans la réforme, mais évidemment, il est évident qu'une condition impossible sera nulle. Je te paierai si j'arrive à décrocher la lune. C'est impossible, donc ce n'est pas une condition qui est valable. Également, sont nulles les conditions illicites. C'est l'article 1304-1. Une condition illicite, c'est une condition qui serait par exemple contraire à la loi ou contraire, je sais pas, aux bonnes mœurs, du style je te fais cette donation si surtout tu n'épouses pas un musulman, un juif, un catholique ou quelque chose comme ça. Voilà, là c'est illicite, cette condition n'est pas valable. De même, les conditions purement potestatives, c'est l'article 1304-2, ne sont pas valables. Une condition est purement potestative lorsqu'elle dépend de la seule volonté d'une personne, de la seule volonté du débiteur. Par exemple, je te paye si je veux, si j'ai envie. Cette condition n'est pas valable. Comparons maintenant les effets du terme et de la condition. Il y a d'abord des effets qui sont totalement distincts. La principale différence, c'est que le terme affecte l'exigibilité de l'obligation, là où la condition va affecter son existence même. J'explique. Je commence par la condition. La condition affecte l'existence de l'obligation. Vous savez qu'il y a deux types de conditions, la condition suspensive et la condition résolutoire. Je commence par la condition suspensive. La condition suspensive, en fait, elle suspend l'existence de l'obligation. C'est l'article 1304 alinéa 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la condition n'est pas réalisée, le créancier ne peut pas demander le paiement à son débiteur.
Si jamais la condition défaille, elle ne se réalise pas, l'obligation est alors censée ne jamais avoir existé. Jamais, article 1304-6. Et si jamais le débiteur a payé et que la condition défaille, il a payé l'indu, il a payé ce qui n'était pas dû. Et donc, il obtiendra répétition. Si maintenant il est question d'une condition résolutoire, dans ces cas-là, elle va avoir pour effet d'anéantir rétroactivement l'obligation. La condition se réalise, l'obligation est rétroactivement anéantie, comme si elle n'avait jamais existé. Article 1304, alinéa 3. Donc on voit bien que ça joue sur l'existence même de l'obligation. Alors que le terme, c'est différent. L'obligation existe, mais son exigibilité va être affectée par le terme. Là encore, on distingue deux types de termes, le terme suspensif et le terme extinctif. Dans le terme suspensif, l'obligation existe, mais elle n'est pas encore exigible tant que le terme n'est pas arrivé, tant que le terme n'est pas échu. C'est l'article 1305, 1305-2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le créancier n'a pas le droit de demander le paiement à son débiteur. Mais si jamais le débiteur paie avant l'arrivée du terme, alors il ne pourra pas réclamer le remboursement sur le fondement de la répétition de l'indu parce qu'il devait quand même payer un jour ou l'autre. D'accord? À l'échéance, évidemment, l'obligation devient exigible, donc il n'a pas payé quelque chose d'indu, il a juste payé plus tôt que prévu. Si c'est un terme extinctif, vous exécutez votre obligation, elle existe, elle est exigible tant que le terme n'est pas échu. Et une fois que le terme se réalise, l'obligation s'éteint. Mais pour le futur, il n'y a absolument aucune rétroactivité. L'obligation a existé, maintenant elle est terminée, mais on ne revient pas sur son existence. Donc vous comprenez bien, dans le terme, on joue sur l'exigibilité, dans la condition, on joue sur l'existence. Mais on va voir quand même qu'il y a des effets communs, et notamment même avec la réforme qui a rapproché un peu le terme et la condition. Alors déjà, première chose, terme et condition affectent la perfection, si je peux dire, de la créance. Pour qu'une créance soit parfaite, il faut qu'elle soit certaine, liquide et exigible. Or, dans le cadre de la condition, la créance n'est pas parfaite, puisqu'elle n'est pas certaine. On ne sait pas si elle va exister ou pas. Dans le cadre du terme, la créance n'est pas exigible, donc elle n'est pas parfaite non plus. Ensuite, on va constater effectivement, essentiellement avec la réforme, un rapprochement des effets de la condition suspensive et du terme suspensif. Avant la réalisation de la condition suspensive, il y a, je vous l'ai dit, suspension de l'existence de la créance. Sauf qu'en réalité, en germe, la créance existe quand même. C'est ce que prévoit l'article 1304-5. Il y a quand même des effets avant même que la condition ne se réalise. La créance, elle peut être cédée, elle peut être transmise. Le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation si la condition se réalise. Le créancier peut accomplir des actes conservatoires. Le créancier peut attaquer les actes de son débiteur accomplis en fraude à ses droits. Donc on voit quand même qu'elle n'existe pas tout à fait, la créance. Mais elle est en germe. Et c'est quand même pas si loin que ça du terme suspensif. Ensuite, si la condition se réalise, traditionnellement, il y avait rétroactivité au jour de la conclusion. C'est-à-dire que la créance était censée avoir toujours existé. Sauf qu'avec la réforme, l'article 1304-6 prévoit que le principe, c'est l'absence de rétroactivité. Les parties peuvent prévoir la rétroactivité, mais le principe, ça n'est pas la rétroactivité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considérera que la créance existe du jour où la condition s'est réalisée. Ça ressemble quand même un peu au terme suspensif, hein. On n'est quand même pas très loin. Alors, voyons maintenant le rapprochement des effets de la condition résolutoire et du terme extinctif. Traditionnellement, lorsque la condition résolutoire se réalisait, il y avait anéantissement rétroactif. Elle n'avait jamais existé. Sauf qu'avec le nouvel article 1304-7, eh bien, il y a quand même maintien de certains actes, les actes conservatoires, les actes d'administration. De même, il n'y a pas de rétroactivité si les parties le prévoient ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condition résolutoire peut ne pas avoir d'effet totalement rétroactif. Là, on n'est quand même pas très loin du terme extinctif, hein. Donc on constate quand même un rapprochement des deux. Voilà, j'espère que ça a été suffisamment clair.